Bonsoir. Merci d'être venu. C'est un plaisir pour moi de venir présenter mon travail dans le cadre de l'EPFL. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire. Et vu que j'y enseigne, j'ai plusieurs de mes collègues qui sont là. Et c'est pour certains aussi la première fois que je peux vous présenter mon travail. J'ai choisi de présenter quelques projets. Je vais présenter bien sûr en particulier les projets pour lesquels j'ai obtenu cette distinction romande d'architecture qui vient d'être évoquée, et quelques autres projets connexes qui nous amènent sur des thèmes que j'ai pu développer ces dernières années. Ce ne sont pas forcément des projets de grande dimension. J'ai commencé mon bureau avec des petites interventions, mais dès la première intervention, que je vais finir la présentation des objets réalisés avec mon premier projet que j'avais construit, c'est des petites choses, mais qui m'ont permis finalement aussi de me faire dire par les tiers, par mes confrères, à l'occasion de choses comme la distinction, autrefois la distinction vaudoise d'architecture, qu'on peut aussi faire de l'architecture et qu'un projet peut avoir un caractère en quelque sorte d'universalité dans ce qu'il contient de part architecturale, même s'il est fait pour des privés, même s'il est de petite dimension et même s'il n'est pas forcément facilement visitable. Et quand on s'emploie beaucoup à faire des projets pour des privés, eh bien ce type de messages qui viennent de l'extérieur revêtent une importance particulière parce que des fois, dans l'exercice du métier, on peut se poser la question de la valeur intrinsèque, dans le fond, de l'input de l'architecture qu'on amène dans ce type de mandat s'ils ne sont pas vraiment dans la dimension de la collectivité. Je commence cette présentation par la construction d'une maison que j'ai faite, qui est un agrandissement d'un bâtiment existant dans un domaine à Genève. C'est un très beau domaine du XVIIIe siècle dont on voit ici la maison principale sur le plateau de Frontenay, au-dessus des grands parcs, la Grange et les Eaux Vives, qui est un parc aujourd'hui encore très très intact, qui a conservé l'intégralité de sa dimension d'origine. On voit là le plan d'autrefois avec les bâtiments principaux qui se trouvent ici, restaurés par Inès Lamunière, c'est juste, avec ses dépendances. Et puis le jardin à la française, qui a été détruit au début du XIXe siècle, à l'époque où Napoléon a occupé la région du lac Léman. Et les Genevois, par signe de résistance contre cette occupation, ont souvent détruit les jardins à la française pour planter des jardins à l'anglaise. Ce qui a été le cas de cette propriété, où ce périmètre-là, qui était déjà en jardin potager, a été le seul élément conservé de ce plan d'origine, qu'on va voir tout à l'heure. Voilà maintenant le nouveau parc, et on devine en contrebas de la pente les échappées sur le lac. Dans ce périmètre clos de l'ancien potager, il y a eu la construction d'une orangerie, qui a été la première orangerie de Genève, en 1816, où dans l'esprit justement de ces jardins anglais, dans l'esprit du développement des botanistes, on a fait des cultures de plantes rares, certaines de plantes exotiques, en complément des cultures pour le quotidien. Cette serre, ou cette orangerie, qui n'a qu'une face vitrée, était vraiment dans l'état d'origine, en quelque sorte, puisque même les cadres de fenêtres étaient encore originaux. Mais mes clients qui m'ont demandé de la transformer en maison d'habitation m'ont évidemment contraint à questionner certains principes de construction, comme les cadres de fenêtres qui sont en bois et qui ne permettent pas une étanchéité suffisante. Il a fallu repenser cette façade tout en intégrant cette partie du projet dans une logique de restauration et de conservation du patrimoine, puisque tout l'ensemble est sous protection. Donc ça a commencé par un relevé systématique, et puis le travail vraiment sur l'intégralité de l'enveloppe, toiture, façade, et particulièrement cette façade qu'on voit là sur la photo, reconstruite après mon intervention, avec une partie qui est chauffée jusqu'ici, et une partie que j'ai pu conserver dans sa fonction d'origine comme serre. Voilà le genre de travail qu'on peut faire sur les coupes, sur les vitrages et la façade restaurée. Mais ce volume
est particulier. Il occupe l'angle d'un potager qui est par ailleurs rectangulaire, mais pour des questions fonctionnelles et d'orientation pour aller chercher le sud, il est le seul élément qui est en biais à l'intérieur de la trame orthogonale de cette propriété du XVIIIe siècle. Et il est trop petit pour recevoir plus que certaines parties du programme d'une maison individuelle, ce qui m'a obligé à aller chercher des volumes supplémentaires dans un bâtiment qui doit venir compléter ce programme et qu'on voit là derrière. Le principe d'organisation du projet, c'est de se dire que ce bâtiment de l'orangerie n'ayant qu'une face vitrée côté jardin et présentant un grand mur qui est la prolongation du mur d'enceinte du potager, tout simplement, sur l'arrière, qui est un mur quasiment aveugle. Il y a de très petites ouvertures. J'ai développé mon projet et je suis allé chercher ici en haut l'orthogonalité du plan dans la trame que j'ai marquée sur ce plan de situation pour rétablir cet angle droit. Voilà encore. Ce qui amène à un plan avec une géométrie particulière que je n'ai pas fait parce que c'est aujourd'hui assez à la mode, mais parce que dans le fond, entre cette géométrie-là et le rétablissement de l'angle droit ici, je me suis retrouvé avec un éventail qu'il a fallu traiter avec l'intégration du plan dedans. Le principe de circulation, c'est l'entrée par une cour qui est créée entre le volume existant et le nouveau, et on doit entrer à l'intérieur par tout un système de descente sur des rampes très légères qui nous amènent à l'intérieur de ce bâtiment qui est lui-même situé légèrement sous le niveau du terrain, comme l'étaient autrefois toutes les orangeries pour la conservation du climat et l'humidité. Et ces différentes promenades qui sont proposées, ça c'est un petit patio, on a l'escalier qui permet de monter à l'étage, et un programme que j'ai eu l'occasion de développer dans beaucoup d'habitations qui consiste à ne pas séparer complètement jour et nuit, mais d'avoir, même s'il y a un espace de jour qui est un espace majeur ici, on a une bibliothèque là, et on a une chambre possible, une chambre qui peut être aussi une salle de jeu. On a ici un atelier de peinture, puisque la femme de mon client, ou ma cliente, est artiste, c'est sa profession, c'est pas un divertissement. Et il y a encore ici une autre chambre. Donc les chambres, en fait, elles donnent aussi bien près de l'entrée qu'à l'étage. Et d'ailleurs, ça a assez bien marché puisque celle-ci a d'abord été une salle de jeu. Elle est devenue ensuite une chambre d'amis. Ensuite, elle est devenue un bureau. Et puis les choses, dans le fond, migrent dans la maison et les pièces peuvent recevoir comme ça plusieurs affectations. À l'étage, il y a un petit appartement pour les parents, 2 chambres d'enfants. Et elles ont toutes un accès sur l'extérieur par des systèmes de rampes qui saignent le volume du nouveau bâtiment et qui créent la liaison sur la façade arrière. Seulement les parents, eux, n'ont pas un accès direct sur l'extérieur et ont une petite loggia pour leur chambre. Et avec ici le sous-sol, que je ne vais pas commenter. Voilà, dans le principe d'organisation et de composition des volumes, un dialogue est recherché entre les deux bâtiments, entre le pignon de l'ancien et puis ce pignon de l'atelier, et la recherche d'une forme d'abstraction de la volumétrie de manière à pouvoir répondre à cette volumétrie pleine de l'arrière de la serre et quelques éléments de langage qui les font fonctionner ensemble. Le traitement des murs est un béton qui est très normal, béton gris, mais qui est mélangé avec des agrégats de haute rive qui sont jaunes, et une fois bouchardés, à la fin du chantier, ces agrégats jaunes sont ressortis et ont permis d'harmoniser la façade du nouveau bâtiment avec celle de l'ancien, dont les crépis et les enduits n'ont pas été retouchés. On voit là la coupe qui semble vraiment la dominance dans le programme, la domination du nouveau bâtiment par rapport à la section de l'ancien, mais en même temps il fallait arriver à trouver le naturel dans le dialogue des deux, et dans le fond, je crois pouvoir affirmer qu'aujourd'hui, en tournant autour de ce volume, on ne se rend pas compte de la dimension qu'il a par rapport au mètre carré comparé des deux bâtiments, des deux entités, on dira. Voilà la promenade qui passe par-dessus. On voit ici sur le côté cette rampe qui passe par-dessus. C'est la photo précédente, la rampe qui permet d'aller par la cour, soit vers l'entrée, soit sur la toiture.
ici sur la toiture avec ce petit patio que j'ai mentionné tout à l'heure. Et puis on découvre ce bâtiment seulement en faisant le contour de cette ancienne orangerie. Et on le trouve dans la cour. On voit là cet accès qui permet de passer par-dessus et qui permet aussi d'organiser la liaison des deux volumes entre eux. L'entrée, ce patio qui est légèrement surélevé, qui thématise le fait qu'on est descendu sous le niveau du terrain. La coupe, on voit bien l'appareil d'entrée où on descend et puis on descendra encore pour aller vers l'orangerie. L'escalier qui est la conclusion verticale de la promenade et cette descente depuis l'entrée qui nous mène vers le volume de l'ancienne orangerie qui est là, en non meublé à la fin des travaux, qui est un grand espace, cuisine, salle à manger, séjour. Voilà, comme je l'ai trouvé, c'était charmant, magnifique, avec encore une utilisation de jardin, et des odeurs, et une lumière. Et évidemment, il faut toujours à un moment donné s'attaquer à la question de ce qu'on va faire, ce qu'on va conserver, comment est-ce qu'on va pouvoir en conserver une partie de l'atmosphère. J'ai pu faire ce type d'intervention sur du mobilier pour garder l'esprit des terrines qui étaient construites autrefois ici tout le long des fenêtres, dont une partie s'était effondrée. Et voilà l'intérieur avant les travaux et après les travaux. Ça donne une idée de l'échelle de l'appropriation de ces espaces. Un deuxième projet, c'est à la montagne, dans la région des Diablerets, où j'ai eu l'occasion de construire faire une reconstruction d'un bâtiment ancien et la construction d'une nouvelle maison de vacances. Ça se situe sur le haut du village des Diablerets. On voit, là, j'ai eu de la chance de me trouver dans une région assez isolée, tout en haut, et de pouvoir me trouver comme ça dans une sorte de petite éclaircie à l'orée d'un bois. Et c'est une grande difficulté de construire des chalets avec des règlements communaux qui sont extrêmement contraignants, qui vous fixent les gabarits, qui vous fixent les pentes de toiture, qui vous fixent la matérialité de la façade, qui vous fixent le pourcentage des ouvertures. Et comment résoudre cette question et tâcher de faire de l'architecture. J'ai décidé de travailler sur un plan qui soit un plan, une règle géométrique simple, qui soit travaillé sur un carré. De ce carré, qu'il soit organisé avec, dans le fond, un carré au milieu et un système porteur qui est identique sur les 4 faces du bâtiment avec poteau, 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 poteau. Et on retrouve les poteaux comme ceci, avec un rythme de 3, 2, 3. Et simplement, comme dans le jeu du morpion, on croise et au centre, on trouve un noyau qui, lui, est en béton, ce qui permet de contreventer toute la structure et de théoriquement pouvoir ouvrir autant qu'on veut de poteau à poteau sur l'intégralité du pourtour de la maison. Ensuite, le plan, ça c'est l'étage principal, où on a l'entrée, la partie service avec l'entrée et la cuisine, une grande partie de séjour, des parties enlevées au volume sur les côtés qui font une entrée et ici une petite terrasse couverte sous les avant-toits qui couvrent jusqu'ici. Donc on a un dégagement pour pouvoir manger dehors. Et au centre, l'élément qui organise tout le plan, c'est une énorme cheminée dans ce volume en béton. J'ai pu convaincre mes clients d'avoir des plafonds très bas, à 2,5 m. Je voulais 2 mètres. Ils m'ont dit 2,20 m. On a transigé à 2,5 m à la fin, après des âpres négociations, pour avoir ce sentiment vraiment d'être dans la montagne, une autre atmosphère que celle qu'on connaît dans les plaines, et aussi de façon à pouvoir avoir certaines proportions sur la façade qui soient celles d'un chalet, puisque les règlements communaux nous obligent à respecter certaines proportions de façade, mais en même temps, les gens voudraient mettre des hauteurs qui ne sont pas celles de la tradition, ce qui nous pose toujours le même genre de dilemme sur l'expression extérieure dans les proportions. Donc là, au milieu, il y a cette cheminée dans laquelle on peut s'asseoir avec des bancs, un banc, et puis la circulation verticale, comme dans la maison du poète de Paul Artaria, pour ceux qui la connaissent, qui tourne autour de cette cheminée. Comme la cheminée, elle est le seul élément il est fait une hauteur d'étage et demi. À l'intérieur, c'est comme une grotte. Du coup, à l'étage, quand on arrive, on est obligé de tourner autour d'un volume plein
qui est énigmatique en maçonnerie et qui fait rayonner le plan avec les chambres à coucher sur les 4 angles, de manière à avoir sur 2 chambres une antichambre, chambre et salle de bain, la circulation toujours le long des façades, et qui montre aussi le système porteur. La particularité dans l'organisation du plan, c'est qu'au rez-de-chaussée, l'axe de symétrie est perpendiculaire à la pente, et à l'étage, il est retourné de 90 degrés, ce qui est parfaitement possible puisque le plan est carré. Et ce dispositif qui se retourne de nouveau dans l'étage des combles fait que dans la visite, à l'intérieur, on a une complexification de l'espace parce qu'on ne le comprend plus. On croit s'organiser, se déplacer dans un espace qu'on va toujours comprendre sur une symétrie dans un certain sens, et puis en fait ça manque pas. Toutes les personnes qui visitent ont ce sentiment d'un labyrinthe dans lequel on pourrait se perdre, et ça à travers ce petit dispositif. Voilà le dernier étage des combles auquel on accède par le côté là-dessous, et on a un dortoir d'un côté et une salle de jeu de l'autre côté pour les enfants, et puis un sous-sol. Dans la coupe, on voit bien ce corps central en béton qui pousse depuis le socle, et puis ensuite une structure légère qui emballe le pourtour qu'on voit ici sur la maquette, avec la cheminée, qui est l'élément au milieu, et cette partie en haut avec le dernier accès à travers un passage très étroit qui mène au dortoir des enfants. Voilà, au moment de la construction, cette tour qui devait soutenir tout le bâtiment, qui était énigmatique au milieu du pré, et ensuite emballée avec cette écorce autour, cette structure ponctuelle de poteaux et de poutres, dont on voit bien ici la présence, avec des simples systèmes de remplissage entre deux. On a des porteurs qui sont vraiment intérieur-extérieur, et qui font la largeur du mur de 20, et qu'on voit ici en façade, avec les poteaux, et puis les poutres qui passent ici, et là au-dessus des fenêtres. Les ouvrants sont des coulissants qui sont extérieurs, et qui coulissent directement dans des rainures et des petites rails sur les tablettes, sans aucun ajout d'éléments d'aluminium ou quoi que ce soit. C'est directement des systèmes de glissière bois-bois. Et les autres qui sont en fond d'embrasure sont des éléments fixes. Voilà les coursives extérieures, sous les avant-toits, l'intérieur avec la cheminée, la montée vers l'étage, et puis cette possibilité de marcher le long des façades avec un ouvrant ici, un ouvrant autour de l'angle, les fixes ici, et les derniers étages. On redescend de la montagne. Ça, c'est un projet il est actuellement dans le Werkbau und Wohnen de ce mois, qui est un projet particulier. Il fallait installer dans un bâtiment ancien qui est entouré de ce petit pointillé, y placer un atelier pour un artiste. Et ce bâtiment fait partie d'un grand ensemble qu'on voit là, qui est magnifique, avec des jardins clos, une très belle maison du XVIIIe siècle avec son parc, et qui est aussi sous protection. Voilà la maison principale, quelques photos du bâtiment sur lequel je suis intervenu, encore ici. Et à l'intérieur, c'était un étable pour mettre du bétail, pour des vaches. Et il y avait, comme dans tous ces bâtiments, une grande structure verticale qui tombe sous l'aplomb des anciennes fermes. On voit que sur la moitié de ce dispositif, les poteaux ont été sectionnés, ils se sont suspendus à la ferme de toiture, et tout ce bâtiment était dans le fond en assez mauvais état et présentait littéralement un grand volume vide. Voilà les poteaux qui ont été sectionnés.
Et voilà la coupe. Normalement, cet appareil-là, sous lequel il y avait les vaches, dans leur mangeoire, ici, et ici les veaux, ici par-dessus le foin, il y avait la même chose en face, avec de nouveau des vaches ici, et puis le foin partout par-dessus, avec des plateaux qui permettaient de couvrir le passage central qui allait de poteau à poteau. Puis ces poteaux étaient sectionnés, ça a été démoli, et du coup il y avait un grand vide ici, ça, un immense vide avec juste cette partie encloisonnée. La famille qui se partage ce domaine a décidé de garder ça en indivision et y mettre une servitude de parking. Donc je devais dans mon projet intégrer ce parking pour des véhicules et en même temps construire au-dessus cet atelier. Là on voit les anciennes mangeoires, les trous pour passer la nourriture vers les bétails, le foin. Et le projet est ici de construire une dalle et de construire un mur vertical pour permettre la distribution vers l'espace de cet atelier nouvellement créé. Et donc la majeure partie du projet, c'est la construction d'une dalle à travers une portée d'environ 15 mètres par 15, sans poteaux. Et cette dalle s'organise très simplement avec un niveau inférieur qui passe au-dessus de l'encadrement de cette ouverture et un rythme en 3 portions égales qui encadre lui aussi cette ouverture, qui donne la dimension de ces 2 premiers éléments, qui répétés là nous donne un reste qui permet dans le reste de venir loger la distribution verticale. Voilà la dalle vue en coupe transversale. Et sur la façade en pointillé, on voit vraiment la dimension que cette dalle doit prendre. La chance que j'avais, c'était que dans le fond, si je faisais une structure traditionnelle, la hauteur qui restait pour cet atelier était presque trop grande. Et en même temps, le bâtiment n'était pas assez haut pour pouvoir intégrer 2 étages sur rez. Donc j'avais à disposition 1,50 m de rab que j'ai pu utiliser pour développer cette structure. J'ai réfléchi à plusieurs possibilités d'expression structurelle et on en est venu à cette solution très simple qui consiste en 3 travers avec simplement un parallélisme par rapport aux différents murs de façade. Et le bâtiment étant lui-même en forme de parallélogramme à cause de sa construction tout simplement sur l'angle des anciennes rues du village, eh bien, le report par homothétie des angles aigus et obtus du plan d'origine donne une tension à ces rectangles des caissons de cette structure qui, à eux seuls, lui donnent vraiment une présence particulière. Dans le plan, très simplement, là où il y avait le bétail, j'ai pu intégrer ces 3 locaux qui font le chauffage à distance pour toute la propriété. C'est une grande chaufferie. Et 2 locaux ici qui ont encore les anciennes mangeoires et qui sont sous cette dalle. Voilà, seulement les locaux techniques sont couverts, ceux-ci ne sont pas couverts. Et là derrière, on a la distribution verticale pour avoir en haut l'atelier qui est un espace d'un seul tenant avec 2 petits locaux de service avec une cuisine et une salle de bain. Voilà au début des travaux, cet énorme volume vide, la toiture qu'il a fallu refaire. On y place les caissons de la structure qui est intégralement prédécoupée. On a fait des calculs avec Ingeni, Gabriele Cuschetti, pour trouver les méthodes d'encastrement de ces éléments dans les murs périphériques. Ça a été un travail d'ingénierie d'assez longue haleine pour ensuite, voilà cette structure, une fois qu'elle est mise en place et qui passe par-dessus la rasière de l'ancien mur, qui marque son indépendance de tous les niveaux d'origine, à part le respect de ces ouvertures. Ici, on voit où était le plafond des anciennes étables. On blanchissait à la chaux une fois par année pour désinfecter. Au-dessus, il y avait le fourrage, le foin, et tous les enduits et tous les éléments de menuiserie, les fenêtres, ont pu rester exactement dans l'état où ils étaient, puisque c'est un espace froid. Mais la monumentalité de dispositif et sa précision, sa netteté en relation avec les éléments
les trouver sur place avec leur patine, qui est laissée comme on l'a trouvée, donne un contraste qui est accentué. Ça, c'est l'appareil de desserte verticale qui monte vers l'atelier avec des escaliers sans contre-marche pour laisser la légèreté de la perception de l'espace. Une des deux volets s'ouvre de manière à pouvoir passer de l'intérieur du domaine vers l'étage sans avoir besoin de sortir et passer par la route. Et on peut le rabaisser et ça permet de monter des éléments de grande dimension dans un stock qui se trouve à mi-niveau, des toiles. Voilà, on voit le stock ici, cuisine, salle de bain. Et ça, c'est un espace en plein air, non chauffé. On voit que, par exemple, ça, il n'y a pas eu besoin de mettre de fenêtre. Donc c'est tempéré, on est sous les tuiles du toit. Et on entre ensuite dans l'atelier, qui est cet espace unitaire qui est occupé aujourd'hui par mon client. Et à l'extérieur, la conservation du bâtiment, sans forcément devoir refaire plus que ce qui est strictement nécessaire, la perception des chaînages, les créations de nouvelles ouvertures et finalement la non-nécessité de devoir forcément tout réenduire et refaire. Dans un esprit similaire, il y a une intervention que j'ai faite là sur un bâtiment suite à un concours, une ancienne ferme qui appartenait à une commune, à Trélay. Et après restauration, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'architecture extérieure puisqu'il fallait mettre 7 appartements dans une ferme qui en contenait qu'un. Et il fallait remplir ça le plus possible. Finalement, les enjeux de projet, c'est d'être le plus discret possible sur la création des nouvelles ouvertures, mais l'opportunité du projet, c'était de développer à l'intérieur du bâtiment, dans le même contexte que celui que je viens de présenter avant, une architecture spécifique à ce projet-là, que j'ai pu faire en coupe, en laissant un grand espace en plein air derrière les grandes portes cochères, là où justement, il y avait les ouvertures dans le mur pour desservir les mangeoires et la structure verticale telle qu'on l'a vue dans la grange d'avant, de restaurer ça et de l'utiliser comme un grand espace monumental qui sert de distribution pour les nouveaux appartements avec des escaliers qui servent des duplex. Les duplex ressortent sur un palier intermédiaire et montent au comble avec un inversement des volets, on le voit là, qui permet de créer encore ici on le voit bien. Donc on monte dans ce sens ici et la volée suivante est là. Donc ils ne pourront jamais construire là entre deux, sinon on se tape la tête. Ça c'est pour moi l'assurance qu'on ne va pas me changer ma distribution verticale qu'on voit ici et qu'on voit ici inversée, avec une structure très simple en poteaux de sapin et poutres de sapin et un remplissage ensuite dans les vides qui sont laissés avec des briques qui sont posées sur la tranche. On en voit donc les trous. Et elles évoquent dans ce grand vide qui est fait uniquement de bois, comme la toiture, les lattes et les tuiles en terre cuite. On a là aussi du bois, du sapin et de la terre cuite. Tout est en bois et en terre cuite, mais ça évoque aussi tous les systèmes d'aération des granges à foin qu'on voit beaucoup dans la plaine du Pô, mais qu'on voit aussi dans le Valais et un peu partout. Quand on monte, derrière ces alvéoles de ces briques, il y a certains endroits où les appartements ont dans leur distribution intérieure des portions vitrées ouvrantes. Ça permet éventuellement de ventiler, surtout de nettoyer les fenêtres et pour moi de montrer que les briques ne portent pas. Et voilà, on voit cet espace très très haut qui est offert en non chauffé à l'intérieur de ce bâtiment. J'ai encore 2 projets que je vais vous montrer ce soir. Ça, c'était un projet que j'ai fait aussi dans la campagne à Genève. Vous allez vous dire que j'ai que des clients qui ont des belles propriétés du XVIIIe siècle. Hein. Mais ce n'est pas vrai. J'ai choisi ces projets-là ce soir, mais j'en ai des quantités d'autres. Mais voilà. C'est parfois des chances qu'on a. Je pense que certaines possibilités d'architecture sont intimement liées, oui, à la nature du mandat. Là, en l'occurrence, le mandat de ce projet-là n'était pas forcément le plus intéressant,
puisque mon client, dans un domaine qui avait 20 000 mètres carrés, m'a demandé de faire une piscine et un pool house. Et une piscine avec un cabanon pour se changer, c'est très difficile à installer à l'intérieur d'un territoire de cette taille. Et j'ai proposé, vu que j'avais fait cette orangerie et cet élargissement, à force de gamberger et de placer mon projet dans tous les coins, il n'était jamais structurant pour ce territoire, en légère pente, en légère déclivité. J'ai fini par proposer à mon client qu'on fasse un vrai programme, qu'on construise une orangerie au lieu d'un pool house, de manière à ce qu'en hiver, on y mette les pots. En été, l'orangerie étant vide, elle sert de pool house. Une orangerie est par définition bien installée, avec des fenêtres qui regardent vers le sud et protège du vent du nord quand on est à la piscine. Et dans la même foulée, je lui ai proposé de faire des jardins clos, potagers. Et puis comme il avait un cheval dans une écurie pas très loin, je lui ai dit faisons des écuries pour ton cheval. Et comme il avait des ânes qui paissaient dans le pré, je lui ai dit on va aussi la faire pour les ânes. Et puis comme il avait un cochon domestique, je lui ai dit on va faire aussi une soue. Donc il a été d'accord. Et je me suis offert la possibilité de mettre en place un programme qui est celui d'une propriété du XVIIIe siècle, mais en revisitant le langage pour essayer d'adapter ces fonctions restituées à ce domaine auquel elles manquaient, de leur trouver une manière de s'intégrer aujourd'hui sans paraphraser ce qu'on connaît déjà. Alors, j'ai paraphrasé quand même des choses que je connaissais parce que j'ai pas mal emprunté à Louis Kahn, mais j'ai travaillé avec un système qui forme un grand L, avec le jardin potager, la partie piscine. Ici, il y a les écuries, ici, il y a l'orangerie. Et tout ça est fait avec des briques que j'ai eu la chance de pouvoir faire pour ce projet et qui s'assortissent avec les teintes des toitures de ces anciens bâtiments du XVIIIe siècle qui sont à côté, de manière à ce qu'il y ait un dialogue finalement entre les surfaces abstraites du bâtiment ancien, ces toitures plissées, ces grands pans avec peu d'ouverture, et le nouveau projet, plutôt que d'aller le chercher dans le dialogue entre les faces verticales des murs, qui sont enduits évidemment sur la maison ancienne. Et c'est un projet qui s'étage dans la pente en construisant comme ça des surfaces plates. On voit tout l'appareil des couches pour faire pousser les salades jusqu'à Noël et à l'abri des limaces. Une cave à légumes pour faire blanchir les endives et les cardons, les abricotiers en espalier sur les murs. On voit là le dialogue entre les volumes, le bâtiment ancien, deux bâtiments qui sont autour d'une cour, mais qui forment aussi un jardin clos que j'ai créé moi avec ce mur. Et du coup, entre cet espace-là et celui-là, se crée une forme de tension, et un écho d'un bâtiment vers l'autre qui a permis, comme ça, de mener très facilement de la maison principale vers ce dispositif dans lequel on entre ici, on descend quelques marches, on a ici une pièce en plein air avec une grande cheminée, la partie WC-douche, et là, l'orangerie en enfilade avec 3 pièces, dont une qui a une banquette sur laquelle on peut poser des pots, mais aussi s'asseoir avec une cheminée intérieure, une porte pour livrer les pots depuis l'arrière, avec à niveau, et puis la piscine. Et puis on redescend encore, là il y a la partie potager, les couches, les arbres, en espalier, une petite cour avec une fontaine, on descend et on arrive ici dans les écuries, sellerie, le fourrage, 2 box, et ici la stabulation libre. Voilà les briques. C'est des briques que j'ai fait faire dans l'usine de Peterson au Danemark. Elles font 53 cm de long et c'est les mêmes briques que Peter Zumthor avait utilisées à Cologne pour son Columba Museum et qui ont été utilisées par Lene Tranberg aussi dans le Théâtre Royal à Copenhague. Voilà la mise en place. On voit ce travail par carré, on voyait sur le plan avant, qui est un plan dont l'intégralité du plan est tramée sur une trame de 40 cm, qui est celle de l'épaisseur d'un mur. Le mur qui est pareil de briques sur 2 côtés, avec une âme en plot, et qui fait en tout 40 cm, et tout est fait sur des multiples de cette épaisseur de mur. Donc une porte fait 1,20 m ou fait 80, et ainsi de suite.
Et le système constructif, je voulais avoir la brique qui puisse aussi recouvrir sur les trois faces, à l'exception du sol. Donc j'ai utilisé un système de voûtin qui est tout à fait traditionnel du 19e siècle, qui repose sur des poutrelles préfabriquées en béton. Il a fallu ressortir les anciens traités pour savoir comment les mettre en œuvre. Et voilà ces briques qui recouvrent aussi les plafonds. À l'intérieur, les huisseries, j'ai pu les faire aussi avec des fers marchands soudés. Ils ont tous les fenêtres en différents types d'ouvertures, celle-ci en accordéon contre le mur latéral ici, donc ça se plie là au milieu, et la fenêtre peut coulisser en étant maintenue là dans le rail. Celle-ci en haut est à bascule, et tous ces différents systèmes d'ouverture font aussi que quand les fenêtres sont entrouvertes depuis l'extérieur, il y a une multitude de différents types de réflexions dans ces vitrages et qui font que le bâtiment dans le parc ne se lie pas avec des surfaces vitrées qui, tout à coup, auraient trahi l'esprit recherché par le projet. Les têtes de mur, un langage vraiment emprunté à Cannes. Et voilà la preuve que il y a des animaux dedans. Et je finirai avec ce dernier projet rapidement, parce qu'il me tient à cœur, et il a renseigné beaucoup le projet que je vous ai montré de ce chalet précédemment, qui avait reçu la distinction Romande cette année. C'est aussi dans la région des Diablerets, et dans un endroit très isolé. C'est un chalet du 19e siècle, tout à fait caractéristique, avec les pièces d'habitation devant, l'ancienne cuisine, et la pièce à vivre, qui avait été élargie une fois. Et puis derrière, il y avait la partie pour le bétail. Et cette partie, comme très souvent dans ces chalets, vu l'humidité qui est dégagée par le bétail, était en très mauvais état. Et d'ailleurs, les propriétaires qui ont vendu ce chalet à mon client avaient eux-mêmes entamé des travaux là derrière. Et donc, je n'avais pas d'autre choix que de reconstruire cette partie. Et le parti pris a été de garder le périmètre de la nouvelle construction exactement sous la structure de l'ancienne toiture et donc de travailler avec non seulement un périmètre imposé, mais aussi des altitudes imposées par l'ancien bâtiment. La structure, c'est la même chose. J'avais déjà travaillé là avec des poteaux, de manière à mettre en contrepoint d'une structure massive en madrier, de mettre une structure en poteau-poutre. Et c'était aussi une manière de s'affranchir du modèle qu'on connaît tous de Haus Gugaloun, dont le toit est neuf et dont le bâtiment du coup peut prendre la dimension qu'il veut en longueur vers l'arrière, tandis que là, étant sous l'ancienne structure, je suis automatiquement contraint dans mes dimensions. L'étage avait des chambres qui sont toujours sur une dimension de 2 mètres, c'est la construction traditionnelle de ces régions, et dans l'agrandissement, j'ai repris le thème pour garder certaines similitudes dans l'expérience spatiale. Voilà cet endroit avant, pendant, l'ancienne toiture suspendue, et le nouveau projet glissé dessous, contre l'ancien bâtiment qui occupe ça. Donc un projet de taille très modeste, et qui m'a permis à l'époque de commencer mon activité, puisqu'il avait reçu la distinction vaudoise d'architecture. On l'avait eu ensemble, Inès. Ça, c'est la maquette, avec la partie ancienne, les combles anciens, et puis le nouveau projet qui se glisse dessous. Enfin, qui se glisse, on sait ce que ça veut dire de construire dessous, c'est quand même assez violent, mais ça ne se glisse pas si facilement. Voilà, une fois reconstruit, la tentative de garder l'arrière le plus fermé possible pour garder cette silhouette caractéristique, avant-arrière, l'avant des chalets qui sont littéralement palladiens et l'arrière de ces chalets qui sont vraiment des volumes contre la pente. J'ai rétabli l'enterrement contre la pente qui avait été creusé au moment de l'intervention et surtout un travail comme dans le chalet que j'ai fait en dessous où les ouvertures vont juste contre le poteau d'angle
ici en quinconce pour bien mettre en évidence le système porteur ponctuel de cette construction. Et je me suis dit, c'est dans le fond comme autrefois, ils avaient un système constructif, on l'a répété pendant des siècles. Eh bien, j'en avais développé un là, je me suis dit, ce sera l'occasion de le développer sur l'intégralité d'une maison, au lieu de le faire seulement sur une portion. Bon, voilà le système des ouvertures coulissantes. Ils font 17 cm de haut en portion vitrée, très très fine, avec un système très simple où le poteau porteur là au-dessus est rainuré avant sa mise en œuvre, sa mise en place. Le poteau porteur vertical, donc la poutre est rainurée, le poteau est rainuré aussi en atelier avant d'être mis. Et puis la tablette, elle, a un petit rail qui est ici et qui est fabriqué avec la tablette. On lève la fenêtre, on la laisse retomber sur son rail, on l'ouvre, on visse une pièce pour plus qu'on puisse la ressoulever, on la ferme, on revisse une autre partie de pièce, et comme ça, avec un petit tourillon, on peut la fermer ici et empêcher qu'elle puisse se dégager. Donc c'est un système vraiment extrêmement archaïque. Cette maison a des simples vitrages, elle est utilisée pour ainsi dire que l'été, et c'est une construction qui a coûté très peu. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais de toute façon, je n'avais pas plus que 2 images ou 3 images qui me restaient à vous présenter. Mais je vais quand même conclure en vous remerciant beaucoup de votre attention, en espérant ne pas avoir été trop long. On m'a demandé 45 minutes pour m'assurer que tout le monde restait concentré. Je crois que je suis en plein dedans. Merci beaucoup à tous.